Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffier-Fossoul, l'élu du 5e arrondissement Anne Prost et le conseiller municipal lyonnais Jean-Yves Sécheresse. Bonjour à tous. Bonjour. Trois sujets soumis au débat du jour, les commerçants attaqués par les casseurs, l'image de Lyon et la politique culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre premier sujet, c'est donc la multiplication des actes de vandalisme, les dégradations et pillages dont sont victimes les commerçants lyonnais à l'occasion de chaque manifestation officielle et sauvage contre la réforme des retraites. Après le 1er mai qui a encore été un déluge de violence cour-Gambetta, Grégory Doucet a soumis une idée que l'État finance un fonds d'indemnisation pour les commerçants attaqués sur les parcours des manifestations que la préfecture autorise. Mauvaise idée selon la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, et par contre c'est une très bonne idée selon les professionnels exaspérés par la répétition des dégâts. Alors autour de la table, est-ce que le maire de Lyon a raison de pointer la responsabilité de l'État dans ce dossier? Anne. Alors, déjà Grégory Doucet a laissé faire ces manifestations qui sont montées en violence, de plus en plus violentes, puisque la dernière manifestation du 1er mai nous a amené quelques 2000 personnes qui n'étaient pas tout à fait agréables et sympathiques. Ces Black Blocs, on ne parle que d'eux aujourd'hui. On ne parle plus de la raison de la manifestation, on ne parle que d'eux. Et ces gens arrivent, on le sait, de l'Europe entière, ils sont arrivés là. Je pense que le maire n'a pas su entourer ces personnes-là et ces manifestations-là. La préfète, elle trouve un moyen, elle s'est rendue compte qu'elle s'est laissée envahir par ces black box qui sont arrivés, puisque je sais que le 1er mai, elle a fait appel à des renforts qui arrivaient de la Drôme, je ne sais plus où, du Puy-de-Dôme et de Grenoble. Donc ils étaient extrêmement nombreux. Je crois qu'ils étaient estimés au départ à 700 ou 800 et on s'est retrouvé avec 2000 individus ingérables. Je pense que Grégory Doucet n'a pas été à la hauteur, que la préfète se retrouve dans une situation difficile. Il est certain que les commerçants sont totalement impactés. Les assurances payent, bien sûr. Il y a quand même des franchises qui ne sont pas payées, donc c'est les commerçants. Il faut penser qu'ils ont un manque à gagner, puisque quand leur vitrine est complètement saccagée, ils ont plusieurs jours sans pouvoir travailler, sans pouvoir faire de chiffre d'affaires. Donc moi, je pense qu'en effet, ce n'est pas l'État qui doit payer, c'est l'État qui est responsable. Moi, je suis en colère parce que l'État n'est pas à la hauteur, laisse ces manifestations se développer dans la France entière, dans les grandes villes. C'est le chaos complet. On est ici incapable de faire quoi que ce soit. Les gens, imaginez si un jour il y a un problème, c'est-à-dire qu'un commerçant voit sa vitrine complètement et du pillage dans son commerce, peut arriver à avoir vraiment un grave problème. Et là, quand on aura un grave problème, on va se poser les bonnes questions. Donc pour moi, les commerçants ont pris des assurances qui vont devenir de plus en plus élevées. La franchise est à leur charge. Moi, je pense tout simplement que les syndicats et les organisateurs des manifestations devraient pouvoir maîtriser leurs déplacements, leur parcours, et puis c'est eux qui sont responsables de ces débordements. Donc ça serait à eux de payer pour ces saccages faits à la ville. Jean-Yves Sécheresse, vous avez été adjoint à la sécurité à la ville de Lyon, donc vous avez eu à encadrer alors pas vous personnellement, physiquement, mais à encadrer des manifestations parfois violentes. Comment ça se passe, les relations avec la préfecture dans ces cas-là? Ça passe par une large préparation déjà, même si, je le rappelle, la police municipale, par son statut, n'a pas de vocation à faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas du tout dans sa mission. Cela étant, dans le cadre de manifestations qu'on peut imaginer difficiles, parce que avant qu'elles se passent, c'est difficile vraiment de préciser comment les choses peuvent se passer, la police municipale peut bien entendu être extrêmement utile. D'abord, tout simplement, en faisant en sorte de détourner des véhicules des lieux de manifestation, etc., ce qui allège le travail de la police nationale. Et puis aussi après, moi je me souviens, je crois que c'était des manifestations liées à la Coupe africaine des Nations. Il y avait eu de la casse sur le Printemps, qui se situe place de la République. Les vitrines avaient été cassées. Ce sont des petites vitrines où il y a en général des sacs à main, je ne sais pas si vous voyez. Et j'avais mis immédiatement le gomme qui avait gardé de manière à ce que des manifestants ne rentrent pas dans le Printemps pour voler d'autres produits, en attendant qu'une société de sécurité privée, c'est nous l'avons appelé, et bien entendu, le travail étant facturé au printemps, hein, c'est normal, puisse opérer pendant tout le restant de la nuit. Donc voilà, c'est des choses comme ça que l'on fait. Je me souviens qu'on l'a fait pour un marchand de chaussures au coin de la rue Victor Hugo. Bref,
C'est pas vrai de dire que, et je vous rejoins, la mairie de Lyon, une municipalité, est absolument exempte de toute tâche en matière de situation comme celle-là. Naturellement, la réponse du maire de Lyon, c'est la réponse qu'il fait habituellement. C'est pas nous, c'est à l'État. Ça, c'est quelque chose qu'on entend tous les jours, tous les jours. Il ne veut pas s'occuper non seulement des problèmes de ce type-là, il ne veut pas s'occuper non plus de la délinquance, etc. Quand les statistiques sont bonnes, il dit d'ailleurs, vous avez vu, on a de très bonnes statistiques. Quand elles ne sont pas bonnes, c'est la DDSP qui est fautive. Donc on comprend bien que mettre les mains dans le moteur, ce n'est pas son genre. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé face quand même à des fracas qu'on n'avait pas connus de mémoire d'adjoint à la sécurité, si j'ose dire. Il a été obligé de réagir. On le voit sortir sur vos écrans, par exemple, on les voit sortir des gravats, et il déclare qu'il faut un fonds de soutien aux commerçants. Ça vient nulle part. C'était la dernière bonne idée qui lui avait été vendue. C'est pas si simple que ça. D'abord, c'est de l'argent public dont il dispose, donc c'est pas facile c'est même très difficile de le faire. Nous avions, et là le problème se pose pas, donc je ne vais pas lui reprocher. Nous avions par exemple exonéré les cafés des droits sur les terrasses, vous voyez, des choses comme ça, parce que c'est des taxes prises par la municipalité. Donc on peut dire, bon ben voilà, on va alléger, ça, il s'agissait de commerçants du centre-ville. Mais on avait connu aussi des commerçants, je ne veux pas citer de nom, je peux citer de nom aussi. Par exemple, la Canadienne, il y avait un tabac un peu plus loin, il y avait un marchand de machines à laver, etc. On n'avait pas pu agir, si ce n'est faire en sorte de l'aider comme c'était possible. Donc le problème, c'est bien entendu les assurances. Elle a raison, la préfète. Il ne faut quand même pas exagérer. C'est aux assurances de couvrir ce genre de choses. Deuxièmement, j'observe qu'il y en a certains qui sont assureurs d'eux-mêmes. Je prends la Poste, par exemple, du 7e arrondissement. Franchement, attaquer la Poste, si c'est ça un objectif anticapitaliste, là, je commence à être inquiet pour l'équilibre mental de ces gens-là. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'enseignes, de commerçants, donc, qui doivent être meurtris complètement, effarés, et qui doivent être dans la douleur la plus extrême, parce qu'ils ont des employés aussi, qui sont des franchises. Il y a un Carrefour, il y a un Monoprix, enfin bref, il y a un certain nombre de magasins comme ça. Donc le problème ne se pose pas. On peut estimer quand même que des groupes de cette importance, comme Monoprix, etc., peuvent faire face à ce genre de difficultés. Reste un certain nombre de commerçants, souvent indépendants, et dans ce secteur-là de la ville, croyez-moi, c'est pas facile d'être un commerçant compte tenu de l'attractivité du centre-ville et de l'attractivité, par exemple, de la Part-Dieu. Donc, effectivement, il faut être soucieux et voir un peu ce qui peut être fait, mais pas appeler comme ça à la création d'un fonds de soutien qui repose sur rien, c'est-à-dire une idée vendue 3 minutes plus tôt par un conseiller en communication. Raphaël, de ce côté de la table, on dit qu'effectivement, c'est plus aux assurances de prendre en charge la casse. Mais la petite musique qu'on peut entendre, c'est que la préfecture encadre mal, ou en tout cas laisse défiler sur des parcours à répétition, en sachant qu'il y a de la casse. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en danger de la part des services de l'État qui savent très bien que ça va casser et qui, au final, ne font pas d'interpellation en amont et laissent casser le gros coup de filet qu'ils ont fait lundi, c'était quand le Monoprix de la place Antonin-Poncet a été attaqué. Sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'interpellations. Raphaël. Ouais, on va dire, chacun est un peu dans son rôle. Ce qui est pénible, c'est ce ping-pong entre une préfecture qui n'arrête pas de dire c'est pas ma faute, quand il y a de la casse, qu'il y a de l'insécurité, c'est la ville de Lyon qui n'a pas mis de caméra, qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. Et à l'inverse, effectivement, la mairie de Lyon qui a tendance à répondre c'est pas de notre faute, c'est l'État. Ils ont chacun des compétences qui sont formellement, en fait, là, ils ont raison, mais en même temps, comme citoyen, on est en attente qu'ils soient capables de collaborer pour le meilleur. Moi, je trouve que dans cette histoire, il n'y a pas de quoi polémiquer, qu'un maire aille à la défense des commerçants et propose une solution qui est bancale, mais qui est une manière de dire il faut les aider. Il est dans son rôle, les commerçants l'ont plutôt bien reçu. Oui. Effectivement, formellement, c'est quand même plutôt aux assurances. Et de l'autre côté, de la part de la préfecture, à mon avis, s'il y a polémique, elle n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est normal que les manifestants demandent à manifester en centre-ville. On pourrait leur demander d'aller manifester sur le périphérique, ils n'iraient pas, donc on aurait des manifestations sauvages. Donc ils sont bien obligés de trouver des parcours en centre-ville. Parfois, c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile à gérer. Là, il y a eu des soucis parce que la manif n'a pas commencé, elle aurait dû être. C'est difficile de leur faire le reproche.
La vraie question, elle est plus large, c'est sur la question, il y a un vrai débat à avoir sur la manière de faire du maintien de l'ordre. En France, on voit bien, et c'est pas nouveau, qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui font mieux que nous. Anne, je vous voyais trépigner pendant que Non, Raphaël j'ai écouté parlait. avec beaucoup d'attention. Je suis un petit peu inquiète parce que ces Black Blocs dont on parle beaucoup étaient en cortège de tête. Le 6 mai, une nouvelle manifestation est prévue, un 6 mai combatif et de nouveau très violent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire les familles qui veulent se balader, qui habitent avenue Jean Jaurès, que vont-elles faire? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette pollution visuelle? C'est quand même extrêmement triste, navrant de voir la ville dans cet état. Vous savez, mon activité aussi professionnelle, alors je sais que les touristes ne vont pas toujours se balader avenue Jean Jaurès, mais les gens se promènent, Après, se baladent, que les gens font sont en du vélo. désaccord, puissent manifester, c'est quand même Non, la mais- liberté non, d'expression, mais je suis un droit d'accord. constitutionnel. Vous trouvez ça pas joli, mais enfin, Non, il est tout à fait c'est normal bien en de démocratie que les gens manifester. puissent s'exprimer. quand même. C'est dans notre système français, on manifeste. Déjà au 19e siècle, les canuts manifestaient sur la colline de la Croix-Rousse et on les laissait faire. Et c'est des mouvements ouvriers, toutes sortes de mouvements. Et c'était C'est sans doute un formidable. petit peu plus violent que ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, moi je suis pour, simplement je suis très inquiète quant à la sécurité. Je vous propose qu'on passe au deuxième sujet, Mais parce bien qu'on est en sûr. train de Peut-être déborder. juste une chose. Rapidement. Raphaël était bien entendu dans le juste. On avait connu sur à peu près le même parcours une manifestation contre le Front National et la DDSP m'avait dit qu'elle se terminerait place des terreaux. Donc j'avais exigé qu'il était hors de question un jour de solde, un samedi jour de solde, que la manifestation passe. Il m'avait dit non, vous inquiétez pas, on la bloquera. Ils l'ont bloqué effectivement. Il n'y a pas eu de présence de la manif sur la presqu'île, sauf qu'il y avait une vingtaine de Black Blocs qui sont passés. Vous connaissez. Un certain nombre d'entre eux disposent de sacs, ils changent de tenue dans une allée d'immeubles, ils récupèrent éventuellement du matériel, des petits marteaux pour casser des vitrines, et on les avait retrouvés vers Façonnable, etc. Ils avaient pris en enfilade un centre de vitrines. Il faut quand même, je ne suis pas le représentant syndical des policiers ici, mais il faut reconnaître que c'est très difficile de maîtriser ce genre de troupes. Après, il y a peut-être eu des erreurs, moi je l'ignore totalement. Mais la préfète est quand même dans son rôle, me semble-t-il, quand elle dit que le maire de Lyon serait bien inspiré de faire défendre les locaux de la ville de Lyon par sa police municipale, je crois qu'elle a raison. Quand on voit qu'il y a eu 3 ou 4 mairies qui ont été ou attaquées ou pas loin de l'être, comme celle du 7e, quand on voit qu'il y a des tentatives manifestement belliqueuse, c'est vraiment à la municipalité de défendre. Nous, on a eu ce problème-là, et y compris Il y avait des agents municipaux dans les mairies d'arrondissement. Gérard Collomb était face à une grosse manif de Gilets jaunes dans l'hôtel de ville un samedi, il travaillait, et on savait qu'ils allaient arriver, le renseignement territorial. Les policiers n'étaient pas en nombre suffisant à augmenter. Moi, j'avais mis le gomme à l'intérieur. Ils ont essayé de casser le fameux portail de l'hôtel de ville. Ils n'ont pas pu le faire. Mais s'ils étaient rentrés, effectivement, il y avait la police municipale qui était équipée avec des gaz, avec tout ce qui convenait d'avoir pour les empêcher de rentrer dans l'hôtel de ville. Donc je crois qu'il faut aussi que l'appareil municipal soit à la hauteur. Je vous propose donc qu'on passe à notre deuxième sujet sur lequel on commençait à empiéter, puisqu'il est automatiquement lié à celui qu'on vient d'évoquer. À chaque manifestation naissent de nouveaux tags partout en ville. Ça, plus les abribus cassés, les poubelles incendiées, tout ça se rajoute au sentiment de laisser aller que de nombreux habitants dénonçaient, inquiets de voir les tags fleurir sur des statues, des bâtiments historiques, la propreté qui laisse à désirer, à tel point qu'on peut se demander si l'UNESCO ne pourrait pas dégrader le prestige accordé à Lyon. Ma question du jour, c'est de savoir si ce serait vraiment un drame de ne plus être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Raphaël. Je ne suis pas sûr que la question se pose, en fait. Je crois pas que pour un tag, l'UNESCO ait jamais déclassé qui que ce soit, en réalité. Donc, là, c'est plus qu'un tag. Oui, après, c'est pas les poubelles de la ville de Lyon qui ont été classées patrimoine de l'UNESCO. Que je sache, c'est un patrimoine qui est vivant. C'est des conventions qui sont en discussion de manière récurrente. Donc là, il y a une discussion. J'ai lu chez nos confrères de Tribune de Lyon que du côté de la direction régionale, on n'était absolument pas inquiet et qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause le classement UNESCO de la ville de Lyon. Anne ? Alors en effet, tous les 10 ans, on retravaille le dossier, donc 2013-2023. Donc on est dessus, la majorité s'est remis sur la copie. Ils travaillent sur l'aspect climat, émissions de CO2. Il est vrai qu'on a des très beaux édifices patrimoniaux absolument exceptionnels. C'est pour ça qu'on a été classé
sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il faut être vigilant. On a des inspecteurs internationaux qui viennent vérifier qu'on est toujours à la hauteur. Il est vrai que ça nous a apporté énormément de visibilité, de touristes du monde entier comme de la région. Il est vrai qu'on n'en est pas là. Je crois que Liverpool avait été déclassé, mais parce qu'il y avait eu des constructions par rapport au port. Voilà, donc on n'en était pas là. Évidemment, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il faut juste être vigilant. Moi, je suis très inquiète quant à l'aspect général de la ville. On a déjà mis la ville sous cloche. La ville se délitère petit à petit. On a des sites emblématiques qui ne sont pas beaux. Encore aujourd'hui, la statue de Louis XIV a été taguée. La ville doit payer du détagage et c'est régulier. Il faut que ça soit fait rapidement. On m'a dit que la ville ne choisit pas les meilleures entreprises parce que peut-être qu'ils les payent moins. Donc les entreprises de détagage sont très longues à venir et à opérer. Souvent aussi, je le comprends, M. Doucet l'a dit, il faut du matériel particulier, il faut des échelles, des machins. Ce sont des bâtiments emblématiques. Je trouve que ce n'est pas beau du tout, c'est triste. Surtout que ce sont des tags injurieux. À la limite, du street art déguisé, ça va. Mais la colline de la Croix-Rousse, qui est quand même classée à l'UNESCO, devrait être totalement propre. Il y a des messages politiques assez violent, et la ville est sale. La ville de Lyon qui reconnaît qu'elle a 2 semaines de délai. Quand on fait une demande de détagage, il faut 2 semaines ensuite pour qu'il soit enlevé. Ça veut dire que les gens se baladent, les habitants, les enfants, les familles, les touristes, les étrangers qui viennent là ne comprennent pas tous ces messages qui sont des messages, pour moi, très violents. Enfin, le hackab qui pullule partout, excusez-moi, moi ça me choque. Jean-Yves ? Oui, enfin, je ne crois pas qu'il y ait un risque, comme ça a été dit, de déclassement de l'UNESCO. En revanche, il y a un risque de détérioration de l'image de la ville qui est évident. Il suffit, je l'ai fait il y a peu de temps, bien avant les manifestations, je suis descendu du 4e jusqu'au terreau de la Croix-Rousse en essayant, je demande à vos téléspectateurs de faire la même chose s'ils s'ennuient un peu le dimanche. Et quand on déambule dans les rues, c'est vraiment à un niveau de saleté et des tags absolument partout. Il ne s'agit pas de street art, il s'agit de choses sales où il n'y a aucun respect pour les bâtiments, quels qu'ils soient, publics, privés ou peu importe. Et je crois que ça va commencer par peser, y compris sur la valeur de certains mètres carrés dans certains quartiers. La revente de certains, on va observer ça. Bon. En ce qui concerne le détagage, bon, il y a une tradition qu'on avait instaurée, nous, c'est que le lendemain matin à 6 heures, quand des tags concernaient des choses injurieuses, comme ça a été dit, ou bien des appels qui étaient vraiment très problématiques, ils étaient détaillés le matin à 6 heures. C'est fait parfois par ma collègue qui est adjointe à la sécurité dans le 6e arrondissement, Madame Ramé, a été l'objet d'un tag sur, je crois, à proximité de la mairie du 6. Ça a été détagué rapidement. Je trouve que c'est normal et je dis bravo, mais enfin, c'est quand même assez normal. Bon, qu'il faille des échelles, c'est une découverte intéressante du maire de Lyon. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème des tags qui est bien avant les manifestations, qui ne concerne pas uniquement les manifestations, confère ce que je disais sur la Croix-Rousse. En ce qui concerne les conséquences des manifestations, il y a un phénomène d'accumulation. J'ai demandé en commission, parce que j'ai fait remarquer ce genre de choses, j'ai demandé la liste et le planning des entreprises. Bon, j'ai la conviction que je ne l'obtiendrai jamais. Donc je vous le dirai si jamais un jour je l'obtiens. On voit bien que c'est la municipalité est extrêmement défensive là-dessus. Elle ne fait pas son boulot. Juste un mot. À côté du lycée Ampère, passage Ménestrier, il y a depuis un mois un tag 49.3, la ville brûle. Est-ce que vous pensez que c'est normal alors qu'il y a des centaines de lycéens qui chaque matin passent par ce chemin ou des chemins approchants? Est-ce que vous pensez que c'est normal que ce tag soit toujours là? Parce que, bien entendu, à l'égard de la jeunesse, c'est peut-être une bonne chose d'effacer le plus rapidement possible ce genre de tag. Après, quand c'est Coco aime Marius, bon, c'est moins urgent. Donc, je pense qu'il n'y a aucune vigilance qui est exercée, je le regrette profondément. Question toute bête sur ce tag en particulier, est-ce que ça ne revient pas au lycée Ampère de l'enlever? Mais peu importe, on a, nous, détagué des murs privés, c'est pas le problème. Non, mais ce qui compte, c'est la vue, et quand il y a des choses importantes qui sont mises en cause, c'est pas des choses... Alors, il y a le racisme, il y a l'antisémitisme, etc. Il y a les personnes, on peut pas accepter que les personnes... alors là, c'est pas Madame 49.3 qui est mis en cause. C'est le fait qu'il y a un tag, bon, et qui pose problème. C'est un
un patrimoine qui appartient à la ville de Lyon, hein, par ailleurs, mais peu importe. Si c'était privé, je pense que la ville de Lyon doit être très très rapide là-dessus. On ne peut pas accepter à proximité de lycée des choses pareilles. Raphaël, une dernière... Non, mais un point pour l'équipe de Jean-Yves Sécheresse, c'est que sur la question des tags, je me souviens que Gérard Collomb, ça avait été sa première priorité en fait quand il a été élu. Il avait fait campagne sur la question de la propreté et ça a été de mettre en place des équipes de détagage qui effectivement ont été beaucoup plus efficaces que ce qui se passait sur Raymond Barre. Effectivement, il y a le sentiment que ça a ralenti. Sans doute que c'est pas l'attention n'est pas mise de la même intensité par les équipes aujourd'hui qu'elle l'était sous Gérard Collomb. Est-ce que c'est vraiment la priorité budgétaire municipale ou une priorité politique en tout cas, je ne sais pas. Bon, eh bien, je vous propose qu'on passe à notre dernier thème du jour, la politique culturelle de Laurent Wauquiez qui fait réagir car le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait déjà fait polémique en baissant fortement les subventions des institutions de Lyon, de Grenoble ou encore de Saint-Étienne. Là, c'est en sucrant totalement les 149 000 € du TNG de Lyon qui l'inquiète. La raison, eh bien, le directeur du théâtre du 9e arrondissement avait fait une tribune dans Télérama avec sa casquette de syndicaliste dans laquelle, eh bien, la tribune, pas la casquette, il critiquait Laurent Wauquiez. Alors, la distribution d'argent public est évidemment à la discrétion de chaque dirigeant élu démocratiquement, mais quand ça touche à la culture, ça fait grincer des dents. Raphaël, est-ce que vous avez compris cette explication en tout cas? Non, mais enfin, il y a deux choses assez différentes. Que Laurent Wauquiez, qui a été élu président de la région, mette en œuvre une politique culturelle différente de celle de ses prédécesseurs, c'est son droit. Même qu'il change la manière de faire, qui renonce aux collaborations entre les différents partenaires, qui accompagnaient les institutions culturelles dans le long terme, leur permettant d'avoir une visibilité, leur permettant d'avoir création, leur permettant d'avoir une plus grande liberté de création. On peut le regretter, mais ça reste un débat politique sur lequel il y a les élections qui sont faites pour le trancher. Là, ce qui est difficilement compréhensible et qui est à mon sens plus scandaleux, c'est qu'on justifie la suppression d'une subvention clairement pour une prise de position d'un directeur d'institution en tant qu'en plus délégué syndical. Donc on dit clairement qu'aujourd'hui, dans la région Rhône-Alpes, si vous exprimez contre Laurent Wauquiez, contre sa politique, eh ben, on peut justifier d'une suppression de subvention. Ce n'est pas l'argent public, ce n'est pas l'argent de M. Wauquiez, c'est l'argent de tous les citoyens. Et les citoyens ont le droit d'être en désaccord avec Laurent Wauquiez. Ils ne devraient pas être pénalisés pour cette raison-là. Jean-Yves? Bon, je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Raphaël Ruffier, parce que telle est la réalité. S'il y avait une politique culturelle alternative, il a été élu, ça serait normal qu'il puisse la mettre en œuvre. Franchement, quand je regarde la politique alternative qui serait mise en œuvre, à part aider quelques festivals et quelques territoires, c'est quand même pas grand-chose. Mais passons. Moi, ce qui m'interroge, c'est par rapport vraiment même à la personnalité de Laurent Wauquiez. C'est quelqu'un, d'après ce qu'on peut savoir, qui envisage pour lui-même d'être candidat à la présidence de la République. Il est clair qu'il va traîner ce genre de choses pendant toute la période qu'il attend aujourd'hui. Car toucher ainsi à la culture, quand il s'agit de punir, parce que c'est pas autre chose, le directeur au titre du TNG, au titre de ses responsabilités au Synteac, ce fameux syndicat professionnel, là c'est inacceptable bien entendu. Et il apparaît comme quelqu'un qui est assez peu respectueux non seulement de la culture, mais aussi de la liberté d'expression. Or, dans une compétition présidentielle qui va s'annoncer d'ici quelques temps, quels que soient les candidats, on voit bien que l'histoire, et j'espère que ça pourra se perpétuer, l'histoire se joue au centre-gauche ou au centre-droit, souvent. En ce qui concerne la mobilisation des électeurs, il aura du mal à convaincre beaucoup d'électeurs de ces dérives. Ce d'autant qu'il est quand même un peu spécialiste des dérives, et ce d'autant qu'il vient il rentre dans une période de silence sur la question des retraites. Hein. Tout le monde a remarqué ça. Alors, il est comme Marine Le Pen, d'ailleurs. Il est très silencieux sur tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Sauf qu'il y en a une qui monte dans les sondages et pas lui. Voilà. Et alors, c'est ça. C'est-à-dire que, selon la fameuse formule, entre la copie et l'original, les Français risquent de choisir plutôt l'original. Donc voilà, je pense qu'il fait un mauvais calcul. Moi, j'ai pas d'aversion pour M. Wauquiez particulière. Effectivement, s'il était capable de développer une politique alternative réelle, franchement, aider Musilac et punir le TNG, enfin, c'est pas sérieux.
Anne, il vous revient le privilège de défendre Laurent Wauquiez. Alors, je ne défends pas Laurent Wauquiez personnellement, je suis là pour Indéfendable, rappeler c'est ça que la région... Non, il est clivant, on le sait. Moi, je défends la politique de la région qui a rééquilibré toutes ces subventions sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a quand même 8 millions d'habitants, il y a de nombreux lieux culturels qui sont à aider. En effet, cette année, il a souhaité beaucoup aider les lieux de festivals, que ce soit en effet Musilac, que ce soit le Printemps de Pérouge. Il les soutient, il accompagne tous les acteurs culturels. Là, en effet, on pense quand même que le directeur du TNG, qui a beaucoup de qualité, a quand même utilisé son théâtre pour faire de la propagation politique. Il s'est fait une tribune politique. Je crois bien que le TNG touche quand même 1,3 million de l'État. Donc ça ne va pas trop les faire boiter. Il faut ne pas oublier que les nuits sonores vont avoir une subvention intéressante aussi. Que comme par hasard, avec l'opéra, avec lesquels c'était pas très facile, il a été possible de discuter et les subventions sont là. Donc là, il y a une petite anicroche. Mais il ne faut pas oublier que l'argent, en effet, ce n'est pas l'argent de M. Wauquiez ni de la région, c'est l'argent de nous, des contribuables, et qu'il accompagne tous les acteurs culturels de toute la région, dans la Drôme, dans l'Auvergne, où il y a des festivals aussi. Donc j'ai tendance à dire, laissons-le faire. Là, il y a une espèce de quiproquo. Un type qui, a priori, a été extrêmement violent avec lui, il a passé la ligne rouge de l'invective. L'ère des divas est passée. Une subvention, elle n'est pas gagnée à vie, ce n'est pas automatique. Ça se rediscute chaque année. Et je trouve qu'il est normal qu'il surveille. Après, le TNG... Ce que je souhaitais, c'est que les institutions culturelles soient bien sages et arrêtent d'être des tribunes politiques. Non. La culture, quand même, de tout temps, a toujours eu des propos qui étaient fondamentalement politiques. Vous avez regardé pas seulement. Toute œuvre artistique a forcément une présence dans son temps et forcément un discours politique. Il faut arriver à discuter. Avec l'opéra, ça s'est très bien passé. Au début, les gens s'appréciaient moyennement. Avec le directeur, ça s'est très bien passé. Il faut avancer ensemble. De toute façon, les gens sont élus. C'est la région qui a justifié de dire... Oui, tout à fait. Qui a expliqué qu'on a bien lu sa déclaration, sa tribune dans Télérama. Il a été très irrespectueux. Là, je pense qu'il était un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il s'est fait sa tribune politique au sein du théâtre. Donc, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de soutenir d'autres acteurs culturels sur toute la région. Il ne faut pas oublier que très longtemps, on s'était un peu focalisé sur Lyon. Donc, les festivals cette année sont un peu gagnants, puis l'année prochaine, ça tournera. C'est pas du tout une question, on lui tape pas sur les doigts, on tape pas sur les doigts au TNG spécialement. Simplement, il est allé trop loin. Voilà. C'est une nouvelle position de la droite, parce que la droite, jusqu'à présent, plutôt défendait la liberté d'expression, compris dans la culture, et les grandes institutions culturelles lyonnaises qui sont nées pour la plupart avec la droite, ont toujours eu une grande liberté d'expression. Il l'a traité de président qui sème la terreur. Enfin, excusez-moi, oui, ce qui sème la terreur en ce moment, c'est des manifestations extrêmement violentes. Voilà, là, on est sur de la culture. Les discussions peuvent avoir de nouveaux lieux. Cette année, en effet... La décision de M. Wauquiez est celle-là. Il l'assume. Jean-Yves Sécheresse, le mot de la fin. Oui, enfin, même s'il pense que c'est de la bêtise que de s'exprimer comme ça, je pense que M. Wauquiez se grandirait à revenir un peu en arrière et pacifier ses rapports avec le TNG et revenir à un financement normal du TNG. Je ne dis pas que la culture est en dehors de la sphère politique. Pour reprendre un petit peu ce que Raphaël disait, chacun peut exprimer des orientations politiques. Moi, ça ne me choque pas. Au même titre que moi, ça ne me choque pas, je l'ai toujours dit. J'ai voté toutes les subventions pendant le Covid qui ont été présentées par Madame Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture de la ville de Lyon. Bon, je pense que ça allait dans le bon sens, dans une situation difficile, et ça ne m'a pas donné d'urticaire. Après, on peut toujours dire, alors il m'aurait fait de faire ceci ou cela. C'est pas le problème. En tant qu'administrateur de la halte Tony Garnier, j'ai voté tous les rapports toujours de Madame Perrin-Gilbert. Donc on voit que sur pas mal de questions, nous pouvons, bien entendu, trouver des façons de collaborer pour le bien public. Mais par exemple, où c'est indéfendable, c'est par exemple meurtrir le Gramme. C'est quoi le Gramme? C'est une association, c'est difficile, c'est de la musique contemporaine. Moi, personnellement, je trouve que c'est parfois difficile, mais enfin, qui est à l'origine d'un très beau festival, qui compte. Vous savez, la musique contemporaine en France, c'est Paris qui est largement alimenté en subventions, y compris d'État.
Et le Gramme qui a perdu encore de l'argent de M. Bocquet parce que, je sais pas, s'il préfère la musique auvergnate, enfin, je sais pas. Donc on voit bien qu'il y a un problème, et je vois que sa vice-présidente, c'est un petit peu la répétition de l'expression de M. Bocquet, c'est quand même pas très honorable de pratiquer comme ça. Moi, je pense que M. Wauquiez devrait revenir en arrière. Bon, eh bien, on en reste là, pardon. On est arrivé au terme de l'émission. Merci pour vos retours, votre fidélité. L'actualité continue bien sûr sur lyonmac.com et on se retrouve la semaine prochaine.